question, c'est pourquoi vous êtes venu, quels sont les enjeux principaux auxquels vous êtes confrontés quand on parle de données dans le monde du retail. C'est vrai aussi dans d'autres mondes, mais parlons du monde du retail. Et pour ça, je pense que Kairos, Brahim, j'ai envie de te laisser la parole en premier. Merci. Bonjour à tous. Donc moi je suis Brahim, je suis vice-président de Kairos France, en charge de la stratégie et des offres. Je suis ravi d'être là et ravi effectivement de pouvoir porter un peu la voix de nos clients. Donc chez Kairos, on accompagne nos clients du retail sur leurs enjeux data depuis maintenant 26 ans. On est vraiment un spécialiste de la donnée depuis très longtemps. Alors, le secteur du retail, bon, ça ne vous a pas échappé, il est dans l'œil du cyclone depuis le début de la première crise, à la fois le Covid, puis la guerre en Ukraine. Et ça a vraiment induit des défis assez inédits pour ce secteur d'activité. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est une digitalisation à marche forcée, donc la nécessité absolue de proposer une expérience sans couture entre l'expérience en magasin physique et l'expérience digitale sur la partie e-commerce. Et là, effectivement, l'enjeu de pouvoir intégrer toutes ces données est extrêmement important. Le deuxième enjeu qui nous vient immédiatement à l'esprit, c'est les ruptures sur la chaîne d'approvisionnement. Donc là, encore une fois, la data est primordiale pour pouvoir effectivement gérer les stocks au plus près de la demande des consommateurs. Et ça, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Et donc la donnée est souvent, on en parlera tout à l'heure, stockée dans des systèmes un peu complexes. Et le troisième enjeu, c'est l'enjeu d'inflation. D'accord ? Donc cette capacité de pouvoir changer les prix de façon quasi instantanée sur des produits de première nécessité pour pouvoir faire face à la concurrence et pouvoir proposer effectivement le prix le plus adéquat. Et là, encore une fois, sans une donnée qui est parfaitement intégrée, parfaitement stockée, parfaitement organisée et des outils qui permettent effectivement d'agir là-dessus, ça devient complexe. Et donc on voit bien que la data, elle est effectivement partout. Je vous passe les détails sur la partie data privacy qui est devenue notre pain quotidien, j'ai envie de dire. La partie effectivement aussi analyse de la concurrence, le scrapping de données est devenu quelque chose aussi de très courant dans ce domaine. Donc c'est pour moi les trois enjeux qui aujourd'hui font que on se réunit aujourd'hui et on essaye d'imaginer des solutions pour le secteur du retail qui soient le plus intégré possible, le plus agile possible pour pouvoir travailler ces données de façon sécurisée. D'accord. Et sur l'analyse de la compétition, sur tous ces éléments, est-ce que c'est des sujets sur lesquels il y a des demandes Alors de plus en plus, effectivement, il y a une réglementation qui est arrivée l'année dernière qui vient encadrer le scrapping de données, qui le rend quasi légal aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, c'est encore une nouvelle source de données, souvent structurée ou semi-structurée, on va dire, qui vient effectivement alimenter les systèmes et qui vient permettre à nos clients retailers de se positionner, alors soit sur un produit qui est présent en stock ailleurs ou pas présent chez nous, sur des prix qui sont très différents entre la concurrence et une autre. Et donc effectivement c'est quelque chose qui est de plus en plus courant. Allô, ça remarche. Ils t'ont déconnecté. Voilà. D'accord. Et c'est un sujet qu'on voit de plus en plus arriver dans tous les secteurs, avec une maturité technologique sur le machine learning, l'IA. Est-ce que c'est une demande forte que tu dois arriver sur le... Alors ouais, l'IA ça marche à moitié. Donc l'IA est vraiment venu un petit peu changer la donne. Ça peut effectivement permettre à nos clients retailers de retrouver un edge sur le marché. On voit de plus en plus des plateformes avec lesquelles on travaille, donc comme Talend et Snowflake, s'adapter à ces changements-là. J'étais la semaine dernière effectivement au summit de Snowflake et il y a eu de nombreuses annonces sur effectivement l'intégration des modèles LLM, ou en tout cas de la capacité à exécuter du LLM directement sur les données des clients, donc de manière gouvernée et sécurisée au plus proche des données. C'est pour moi un game changer parce que on en a entendu parler depuis 6 mois, l'IA générative, etc. Mais nos clients se demandaient comment le mettre en action finalement, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas sortir nos données de nos systèmes pour les mettre aujourd'hui à disposition sur un cloud extérieur. Donc la capacité de pouvoir effectivement exécuter tout ça dans un environnement totalement intégré de façon gouvernée et sécurisée, c'est complètement un game changer. Et aujourd'hui, on va voir de plus en plus l'IA venir effectivement, on va dire, accompagner ces défis. Merci. Jean-François, gouvernance de données, ça te parle Alors, donc, Talend, c'est une société qui a maintenant 18 ans, peut-être un petit peu moins, un petit peu plus, je ne sais pas le chiffre exact. Donc depuis tout ce temps-là, on travaille avec de nombreux retailers, non seulement pour l'intégration de données,
en vue de faire de l'analytique, mais aussi pour des communications interapplicatives. On sait que dans le retail, il y a énormément de briques logicielles différentes, que ce soit les gestions d'entrepôt, gestion de magasins, les caisses, les ventes online. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis des années. Ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a une grande demande de flexibilité, comme le disait Brahim. On voit qu'il y a quand même pas mal d'événements. Le premier événement, c'était l'arrivée d'Amazon, qui a misé sur ces données pour maximiser la relation client. Donc ça a été un premier coup pour le retail, pour les amener à vraiment utiliser la donnée et à monétiser cette donnée. Et donc il y a besoin de plus de flexibilité, plus de rapidité pour pouvoir s'adapter aux différents événements. Et donc cela va induire une plus grande démocratisation de l'utilisation de la donnée, c'est-à-dire qu'on va avoir d'autres acteurs qui vont prendre en main cette donnée, là où l'IT était quand même assez maître de la donnée. Et donc cette démocratisation va être un challenge, puisque il va y avoir des data stewards, des business analysts, qui vont vouloir utiliser la donnée rapidement, et il va falloir donc ouvrir ces données, la rendre cherchable, que les utilisateurs puissent comprendre ce qu'il y a dedans, que ce ne soit pas des noms de colonnes techniques, mais que ce soit vraiment des colonnes fonctionnelles, chiffre d'affaires, marge, etc., là où des colonnes techniques peuvent être un peu obscures. Et puis éventuellement la corriger et l'utiliser en self-service. Et donc qui dit self-service dit que la gouvernance doit être au centre de tout ça, parce que c'est pas parce qu'on laisse plus de gens accéder à la donnée que ça doit être n'importe quoi. Ok, merci. Inès, point de vue sur cet enjeu? Donc bonjour à tous, enchantée, Inès Trucchi de Snowflake. Donc les enjeux, ils ont été bien résumés en première partie. Donc moi je m'occupe particulièrement des clients retail, CPG et luxe chez Snowflake. Et ce qu'on voit effectivement, c'est que il y a cette démocratisation. Pourquoi? Parce qu'il y a des multiples sources de données. Donc on disait c'est bien de plus important aujourd'hui de pouvoir gérer la donnée en fait de bout en bout, que ce soit interne à l'entreprise, mais aussi externe, et du coup enrichir ces données avec des données de fournisseurs, de suppliers, de la donnée de météo par exemple, etc. Donc il faut pouvoir avoir en fait le bon outillage pour gérer toutes ces données. Et donc Snowflake, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas encore la plateforme, c'est donc une data platform native cloud. On a été créé en 2012 par deux Français aux États-Unis, qui permet en fait d'ingérer donc tout type de données, qu'elles soient structurées, non structurées, semi-structurées, dans une seule et même plateforme. Et on est donc bien évidemment cloud agnostique, donc on peut opérer sur du AWS, du Azure ou du GCP. Et ça vous permet vraiment d'intégrer en fait finalement toutes ces données dans un seul et même endroit, dans le but effectivement d'accentuer cette démocratisation, mais à la fois cette gouvernance et cette sécurité que vous avez dans une seule et même plateforme. Donc là où on accompagne effectivement ces retailers, c'est de se dire aujourd'hui, peu importe les données que vous avez, peu importe la source de données, et peu importe les données que vous souhaitez intégrer pour justement multiplier ces analyses, multiplier le partage de la donnée, faites-le dans une seule et même plateforme de manière gouvernée et sécurisée. Merci. La démocratisation, on l'a vu il y a 2 jours, on a eu la chance d'avoir au Clicou Tour une maison du groupe LVMH expliquer sa nouvelle application et cette capacité à partager la donnée dans chaque point de vente, challenger chacune des personnes travaillant dans les magasins avec des objectifs précis, tout ça en liaison avec la supply chain pour pouvoir éviter toute rupture et anticiper. Et aussi recevoir leurs clients VIP dans des conditions maximum. Cette démocratisation, ça veut dire quoi exactement? La vois comment? Si on prend un peu le regard un peu technique sur la chose, finalement, quand on arrive sur un projet d'intégration, enfin un projet data, on va dire, dans le domaine du retail de manière générale, la première étape, c'est effectivement sur la partie intégration de données. Quand on a en face de nous des systèmes souvent propriétaires, souvent spécialisés, très hétérogènes, donc là, il y a vraiment besoin d'avoir en face une capacité d'intégration qui est très réputée aujourd'hui chez Talend avec un très grand nombre de connecteurs, et ça nous facilite énormément la tâche aujourd'hui. C'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui est vraiment facilité par une plateforme comme celle-ci. Et de l'autre côté, on a besoin effectivement de
Pour démocratiser, on a besoin d'avoir en face des plateformes, des outils qui soient agiles, adaptables, faciles d'utilisation. On est très loin de choses très austères. Aujourd'hui, quand on regarde un peu l'expérience utilisateur sur une plateforme comme Snow ou comme Talend, effectivement, il n'y a pas de raison de ne pas la mettre en face des métiers. On verra juste après, on parlera un petit peu des challenges pour les métiers de se retrouver en face de ces données-là et d'être en capacité de les utiliser, parce que cette liberté d'usage vient avec une certaine forme de responsabilité aussi. Le témoignage du client que j'entendais il y a 2 jours, il a dit au moins une dizaine de fois le temps réel. C'est un élément important. Oui, c'est un élément très important. Tout à l'heure, je parlais de l'inflation et des changements de prix, et aujourd'hui, ils sont quotidiens. Il y a quelques années, je travaillais sur un projet pour Walmart où la nuit, on remontait l'ensemble des données sur une plateforme Big Data, et là, je parle d'il y a 5 ans, et on faisait mouliner ça dans des algorithmes de pricing, et le lendemain matin, on mettait à jour l'ensemble des étiquettes prix dans l'ensemble des rayons à 4 heures du matin, et les prix changent quotidiennement pour s'adapter à la concurrence, pour s'adapter en fait au prix des matières premières, pour s'adapter à de nombreuses choses, de nombreux facteurs exogènes, et donc du coup, effectivement, cette capacité de quasi temps réel ou de temps réel, elle est devenue extrêmement importante. Donc c'est un challenge en plus. D'accord. Jean-François, sur cette démocratisation. Alors sur le temps réel, je voudrais partager une expérience aussi, parce que moi j'ai commencé ma carrière chez Casino sur les remontées caisses qu'on faisait la nuit et qui remontaient jamais, alors qu'on voit aujourd'hui ou qui remontaient en fin de semaine. Et on voit aujourd'hui, enfin moi je quitte un centre Leclerc aujourd'hui, je vois que ma carte de fidélité est à jour, avec mes tickets de caisse, etc. Donc effectivement, il y a une énorme accélération. Alors simplement, sur la démocratisation, il y a un sujet qui est important, c'est que quand on va laisser toutes ces données qui remontent en temps réel pour utilisation par des analystes, par des responsables de magasins, de secteurs, il faut que cette donnée soit compréhensible, je l'ai déjà dit, et de qualité. Donc travailler sur la qualité de la donnée, c'est quelque chose qui est très important, puisque quand vous allez chercher un jeu de données pour l'utiliser, j'en sais rien, pour gérer le rayon petit déjeuner, et bien déjà il faut pouvoir trouver le jeu de données et il faut connaître instantanément son degré de qualité. Est-ce que je peux utiliser ce jeu de données? Donc c'est pour ça qu'avec Talend, on a misé, en plus de notre studio, vous connaissez tous le studio j'imagine, qui est un outil hyper puissant pour gérer des formats complexes, XML, JSON, EDI, et j'en passe. Et on a rajouté une plateforme qui va permettre justement à des gens qui ne sont pas des ingénieurs en informatique de se servir, de comprendre le niveau de qualité des jeux de données auxquels ils ont accès, de comprendre les métadonnées fonctionnelles qu'il y a dedans, d'accéder à un niveau de certification, de commentaires, de notes laissés par les autres utilisateurs pour savoir si ils ont le bon jeu de données qu'ils vont pouvoir utiliser pour eux-mêmes en self-service, faire leurs propres indicateurs et jouer entre guillemets avec la donnée. Et je rajoute juste un truc, comme je vous ai déjà dit d'ailleurs, mais tout ça, ça doit être gouverné. C'est pas parce qu'on a un data lake que ça doit être un data swamp. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un marécage non plus, il faut que ce soit gouverné. On a des contraintes réglementaires, notamment sur la RGPD, donc il ne s'agit pas que les tickets de caisse de M. Monteil se baladent entre n'importe quelle main. Donc effectivement, il y a de la privacy, il y a de la gouvernance, et ça, on le gère très bien dans nos plateformes, et de manière plus simple que dans le studio. On va revenir sur cette collaboration, la gouvernance, mais je vais demander à Inès, je pense que le temps réel, c'est facile. Alors facile, déjà on n'a pas tous les mêmes notions, mais je voudrais revenir sur effectivement la démocratisation, parce que quand on parle à nos clients, on voit qu'il y a déjà, avant même de parler d'accessibilité à la donnée, la démocratisation, ça va être déjà d'un point de vue système, et se dire comment en fait je simplifie mes systèmes. Parce que si on a des systèmes et un outillage très complexe à gérer, on ne va pas pouvoir l'évangéliser au sein de la société, l'intégrer convenablement, l'utiliser convenablement, etc., etc. Donc déjà, il y a trouver un outillage simple qui va répondre à tous nos enjeux et qui va pouvoir se connecter à tout notre écosystème technologique et installer une stack qui convient finalement à notre besoin.
Donc ça, c'est plutôt côté, on va dire, IT, data. Et ensuite, il y a la démocratisation côté métier, puisque j'imagine que nombreux d'entre vous sont ceux qui sont en face des métiers à qui on va dire, voilà, moi j'ai envie de reporting, j'ai envie de faire plus de ci, plus de ça, et vraiment d'avoir plus, finalement, cet accès à la donnée, puisqu'on se rend compte que la donnée est vraiment, finalement, l'or noir de demain. Donc, ces métiers qui doivent avoir accès à la donnée, comment on peut rendre cette donnée plus accessible. Et c'est là où du coup le côté effectivement la démocratisation entre en jeu, où il faut qu'on ait une plateforme où on peut notamment intégrer des applications et des systèmes qui sont plutôt visualisables comme des solutions de data vis pour les métiers. Et il faut qu'on puisse intégrer les systèmes que nous on souhaite qui correspondent à notre besoin. Donc pour ça il faut effectivement une plateforme comme peut être Snowflake qui puisse s'intégrer à tous les outillages du marché et à nos besoins évolutifs des métiers qui sont constants. Concernant le temps réel, je trouve qu'on en parle beaucoup, mais alors chacun a sa notion. Qu'est-ce que ça veut dire temps réel? Est-ce que c'est vraiment avoir la seconde près les données actualisées et fraîches, ou est-ce que certains finalement n'ont besoin que d'avoir cette donnée à la minute? Je pense qu'il faut vraiment arriver à comprendre la criticité de son business déjà pour parler temps réel, parce que tout le monde n'en a pas aujourd'hui besoin. Et ensuite, c'est de se dire, pour avoir en fait finalement ce temps réel, si j'en ai vraiment besoin, il me faut du coup une plateforme où je puisse avoir des données fraîches, des données qui viennent de n'importe quel système, tout le temps, qui se rafraîchissent tout le temps. Et pour ça, effectivement, c'est vrai que Snowflake est la plateforme qui va vous permettre d'avoir cette donnée-là au même endroit. Et on va parler tout à l'heure de gouvernance, mais du coup gouverner, sécuriser et véridique finalement pour être distribué à toutes les applications que vous allez avoir côté métier du coup pour cette démocratisation. Merci. Donc en fait, la technologie est là, elle est disponible. On a eu Wes Snowflake, Jean-François Talend, j'ai envie de dire, collaboration, gouvernance. Faites quoi, Kérus, pour les clients? On fait beaucoup d'accompagnement finalement. Parce que déjà, pour revenir juste sur un point sur le temps réel, effectivement, l'humain, depuis la nuit des temps et depuis le début de l'informatique, a besoin de s'entourer souvent d'une puissance non nécessaire. C'est-à-dire qu'on a envie d'avoir un système extrêmement temps réel, alors que quand on creuse avec les métiers, qu'on creuse un petit peu les cas d'usage, du quasi temps réel, c'est déjà pas mal, et ça remplit parfaitement le job. Du point de vue de Kérus, en fait, on fait beaucoup d'accompagnement des métiers. Pourquoi? Parce que le métier est un peu coincé entre, quelque part, l'autonomie de l'usage de la donnée et les bénéfices qu'ils peuvent en tirer d'un côté, et puis la responsabilité qui l'accompagne. D'accord? On parle beaucoup en ce moment de data mesh et de gouvernance décentralisée. Ça fait un peu peur aux métiers. Pourquoi? Parce que, d'une part, ils ont besoin de bien comprendre les bénéfices qu'ils peuvent en tirer. Donc là, il y a beaucoup d'accompagnement sur finalement, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cette donnée finalement? Si je suis en self-service et que je suis face à une plateforme comme celle-là, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Donc là, il y a de l'accompagnement sur, voilà les cas d'usage, voilà ce que tu vas pouvoir en faire. Tu vas pouvoir travailler sur du pricing, tu vas pouvoir travailler sur du cross-selling, de l'upselling, tu vas pouvoir travailler sur des cas d'usage très précis qui vont te permettre effectivement de mieux travailler et d'être plus efficace dans ton travail au quotidien. Et puis, il y a de l'autre côté aussi, finalement, rassurer sur les changements organisationnels qui vont être induits par une gouvernance décentralisée comme celle-ci. Moi, métier, si effectivement je suis en self-service sur ma data, est-ce que je vais aussi être responsable de la data quality, de la sécurisation des données, et donc quels vont être les changements de processus dans mon organisation? Est-ce que je vais avoir des nouveaux rôles? Est-ce que je vais devoir former mes collaborateurs? Donc, ça peut faire un peu peur. Hein. Donc nos clients, on doit beaucoup les rassurer sur cet aspect-là. Et puis, il y a une perception erronée, je pense, de la complexité de ces plateformes-là. Quand on est face à un Talend ou un Snowflake ou toutes les autres solutions du marché, on est quand même bien loin de la ligne de commande un peu ardue que l'on a connue par le passé, même si moi, le geek que je suis, adore se retrouver devant une ligne de commande. Aujourd'hui, ces outils font quand même la part belle au low-code et au no-code, et on se retrouve quand même face à des plateformes qui sont extrêmement faciles d'usage. On a vraiment fait un bond en avant en termes d'expérience utilisateur. Et aujourd'hui, effectivement, une personne du métier peut tout à fait être capable de l'utiliser pour développer des cas d'usage. Et donc là-dessus, nous, notre travail chez Kérus, c'est de travailler beaucoup sur, d'une part, accompagner les métiers pour identifier les usages de ces plateformes-là, et de l'autre côté, rassurer, sensibiliser, accompagner sur le fait que c'est pas si complexe à utiliser, et rassure-toi,
malgré le fait que la gouvernance soit décentralisée, on est capable d'avoir des outils de gouvernance qui vont permettre d'avoir des garde-fous et t'empêcher de faire n'importe quoi du point de vue de la sécurité et de la data quality. Donc, tu es capable de travailler avec les clients sur la compréhension des bénéfices Ouais. en fonction des use cases. Ouais. Et est-ce que vous adressez aussi la partie, parce que je l'entends, on change des outils, on met des outils à disposition, sur l'accompagnement du changement. Complètement, c'est une offre qu'on a créée l'année dernière qui s'appelle Data for Business. C'est vraiment la data par les métiers et pour les métiers. Donc on commence par discuter avec les métiers, identifier les cas d'usage, puis on commence petit à petit à les mettre en face de ces plateformes-là et leur montrer, regarde, tu pourrais le faire tout seul, j'ai pas besoin d'être là et derrière toi pour le faire, rassure-toi. Et en plus, tu peux pas faire de conneries, si je peux me permettre, parce que il y a des garde-fous qui sont mis en place sur ces plateformes-là qui t'empêchent de le faire. De toute façon, tu n'as accès qu'aux choses que tu as le droit de faire sur ces plateformes-là. Donc c'est vraiment quelque chose sur lesquels nous on accompagne énormément. Donc on a dans cette offre-là également toute une partie gestion du changement, formation, accompagnement, jusqu'au moment où nous on disparaît de la picture et on les laisse ensuite complètement avec cette prise en main de ces plateformes-là. Voilà. J'en profite, je repose une question, mais sur la responsabilité des données. Comment est-ce que tu vois le marché évoluer? Est-ce que c'est aujourd'hui une notion qui est aussi bien comprise de la part de l'IT, du métier? Comment ça se passe? Aujourd'hui, la frontière, elle n'est pas encore très bien établie. Ça dépend un petit peu de chaque entreprise. Mais effectivement, il y a d'un côté l'IT qui a du mal à finalement déléguer cette responsabilité, de peur que finalement ça devienne, comme tu disais, un data swamp. Et donc, de l'autre côté, il y a les métiers qui ne savent pas très bien ce qu'on leur demande de faire. En fait, il va falloir effectivement leur expliquer c'est quoi ta responsabilité à toi. Tu as un domaine de données, donc tu vas être responsable de la qualité, première chose, donc t'assurer que les données soient bonnes, puisque finalement tu vas être dans une relation client-fournisseur avec les autres domaines de données, les autres directions métiers d'entreprise. Moi, la supply chain, j'ai des données que je vais mettre à disposition du commerce, du marketing, donc il faut effectivement que je sois responsable de ça. Donc il faut vraiment définir les rôles et les responsabilités de façon extrêmement claire. Une gouvernance décentralisée, aujourd'hui, je ne la conseille pas à mes clients s'ils n'ont pas une certaine maturité déjà en termes de gouvernance. D'accord ? On a des clients qui démarrent leur trajectoire sur la gouvernance de données, qui veulent tout de suite aller sur du data mesh et de la gouvernance décentralisée. Je leur demande quand même de faire ça avec, on va dire, beaucoup de rigueur. Parce que si, une fois que les règles sont établies et que les processus sont bien établis, effectivement, ça roule tout seul. Mais il faut effectivement bien accompagner au changement. D'accord. Inès, point de vue. Alors, moi, ce que je trouve intéressant dans cette question, c'est que finalement, gouvernance et collaboration vont totalement de pair. On ne peut pas faire de collaboration avec la donnée si ce n'est pas gouverné initialement. Donc déjà, en fait, il faut comprendre qu'il faut s'outiller encore une fois avec une plateforme qui peut être totalement gouvernée. Bon, vous l'avez compris, puisqu'on l'a répété, Snowflake est une data plateforme qui est totalement gouvernée et sécurisée. Et une fois que l'on a mis en place cette gouvernance, donc avec finalement des rôles qu'on va mettre à chaque utilisateur, par exemple, le but c'est effectivement de pouvoir partager cette donnée et collaborer entre les métiers. Donc avoir finalement une seule et même plateforme avec une stack de bout en bout qui puisse bénéficier à tous les besoins donc de chaque business unit, de chaque utilisateur, mais aussi de pouvoir partager cette donnée-là avec, donc je le disais en introduction, par exemple des fournisseurs, des partenaires logistiques, des revendeurs, des suppliers, etc. Donc partager cette donnée donc, de manière gouvernée pour en fait avoir finalement un seul et même socle où la donnée ne sort pas de cet écosystème qu'on a mis en place et qui est gouverné. Par exemple, on a annoncé il y a quelques temps et on a déjà des clients qui l'utilisent, donc Snowpark. C'est donc un feature de Snowflake qui va vous permettre, donc, en plus d'utiliser Snowflake qui est full SQL comme plateforme initialement, de pouvoir utiliser Snowflake côté développeur avec du Python, Java, Scala. En fait, tout ça c'est pour demain avoir une plateforme unifiée et se dire je n'ai plus besoin de sortir cette donnée-là pour répondre à d'autres métiers ou à d'autres personnes dans l'entreprise, par exemple ces développeurs-là qui avant devaient sortir la donnée pour faire du dev ou du code, se dire en fait je peux tout faire dans une seule et même plateforme qui est gouvernée et donc je peux collaborer avec cette plateforme et distribuer ma donnée à qui on a besoin dans l'entreprise et à qui on a besoin aussi à l'extérieur de l'entreprise. On est à l'intérieur avec la marketplace de Snowflake, mais c'est une plateforme effectivement qui va permettre aussi de collaborer
de manière, justement, on parlait de temps réel, mais du coup pour partager de la donnée qui est gouvernée et qui est fraîche à ces personnes qui en ont besoin. D'accord. C'est toi qui avais introduit cette notion de gouvernance tout à l'heure. Tu veux rajouter quelque chose, Jean-François? Je voulais rebondir un peu sur deux choses qui ont été dites. Je te préviens, je suis hors script. Sur la collaboration, moi j'ai un exemple qui est criant. Il y a des années de ça, je suis un peu vieux, on travaillait sur la prévision de vente pour le groupe Carrefour. Donc qu'est-ce que c'est la prévision de vente? Je pense que je vous apprends rien, mais on regarde les remontées de vente sur plusieurs années pour des produits et pour des catégories de produits, pour des familles de produits. Je pense que ça vous parle à tous. Et puis à partir de la saisonnalité, etc., et puis des critères géographiques, est-ce que le magasin est près de la mer, voilà, on va essayer de prédire combien on va vendre, donc combien on va commander aux fournisseurs. Et je me souviens même du nom du programme qui avait planté, à cause du Danao. Ça remonte un peu, mais le Danao venait de sortir, et en fait, il n'avait pas de catégorie produit. Pourquoi? Parce que la colonne était vide. Donc où est-ce que je le range, ce produit? Alors quand on est à l'IT, on se fait sa petite idée, est-ce que c'est du jus d'orange, est-ce que c'est du lait, est-ce que c'est du petit-déj? Et en fait, celui qui sait dans quelle catégorie il faut le ranger, c'est un fonctionnel. Et donc ça, c'est très important quand on parle de collaboration, c'est que là où l'IT avait la main mise et se retrouvait bloqué sur des questions fonctionnelles, comme la catégorie produit du Danao, une solution comme Talend, maintenant, avec son module Stewardship que vous allez voir dans quelques instants, peut donner la main, quand il manque une donnée, à un steward fonctionnel qui va pouvoir faire cet input parce qu'il connaît sa gamme de produits ou parce qu'il connaît les gens qui connaissent cette gamme de produits. Donc ça, c'est un exemple extrêmement intéressant de la nécessité de collaborer dans l'entreprise. La deuxième chose que je voulais dire par rapport à ce que disait Inès, c'est que nous, ce qu'on voit de plus en plus, et notre product manager, Daniel Meyer, a fait plusieurs conférences là-dessus, que vous pouvez retrouver sur le web, c'est que là où avant, les données brutes venaient se déverser sur un data lake, puis après on allait les retravailler pour aller les mettre dans un data warehouse, les plateformes comme Snowflake, finalement, finissent par diluer les limites entre ce data lake et ce data warehouse. Et donc, il faut des outils qui sont capables de travailler sur ces plateformes, que ce soit sur le data lake ou sur le data warehouse, de manière, j'allais dire, non différenciée. C'est-à-dire que maintenant, les limites s'estompent, et donc il faut ce genre d'outils, et notamment en déployant des solutions dites ELT, je ne sais pas si ça vous parle, qui vont plutôt utiliser le compute de ces plateformes, comme Snowflake, plutôt que de sortir la donnée et de la réinjecter par la suite. Merci. Je reviens sur ton introduction. J'ai vu 3 parties. L'identification des bénéfices, l'impact humain dans l'organisation et les outils. C'est le bon ordre de faire l'analyse des bénéfices, ou est-ce qu'on commence par choisir des outils puis après on regarde ce qu'on en fait? Ouais, je pense que c'est le bon ordre parce que l'usage va nous dicter un petit peu finalement l'organisation des données dont on a besoin et donc des données in fine dont on va aller chercher dans les systèmes. On est vraiment aujourd'hui dans un schéma plutôt rationnel où on va prendre juste les données dont on a besoin pour répondre aux besoins que l'on a identifiés. D'accord? Donc c'est un peu dans le sens là qu'il faut le faire. Alors qu'on avait tendance à le faire dans l'autre sens pendant des années. Je prends le maximum de données disponibles, je les fous quelque part, et puis si un jour quelqu'un en a besoin, tant mieux. Alors que c'est pas rationnel de le faire de cette façon-là. Enfin, c'est ce que nous on pense chez Kirus. Donc du coup, on travaille vraiment dans ce sens-là. C'est pas simple parce que souvent ce sont des projets qui sont côté IT et ça nécessite dès le début du projet d'aller tout de suite du côté des métiers. Donc voilà, nous on sait le faire. Et ensuite, effectivement, je dirais voilà, donc compréhension des usages, compréhension de la façon dont on va organiser les données, ensuite aller les chercher dans les systèmes, puis accompagner et former les utilisateurs, les rassurer et leur mettre en main les outils qui sont aujourd'hui effectivement extrêmement simples d'utilisation. D'accord. Donc je vais me permettre une question ouverte à toute l'assistance. Est-ce que c'est bien comme ça que vous procédez? Bénéfices, voir les impacts humains et le choix des outils? Ça se passe comment chez vous? Je vois des petits sourires. Ok, ça peut être différent. En tout cas, Kirus sera capable de remettre dans le bon ordre le bon déploiement et la bonne méthodologie. Dernier point, on en a parlé rapidement, on parle de gouvernance, mais il y a aussi un thème qui est la réglementation. Et le deuxième
point et que la mise en place d'un socle de gestion de données est quand même coûteux. Donc, comment est-ce que vous pourriez le revaloriser? Donc sur ce point-là, c'était sur tout cet aspect marketplace, tu en as parlé un petit peu Inès tout à l'heure, alors je te laisse commencer. Alors, c'est un sujet qui en France tend à se développer, enfin, qui s'est beaucoup, je trouve, développé, notamment aux États-Unis. En France, on sait tous qu'on n'est pas super friand au départ du data sharing et de cette collaboration de données, de partager nos données parce qu'on a envie de les garder bien chez nous. Mais il y a quand même un point important, c'est de se dire, bon, je vais mettre en place mon socle de data, et une fois que je les ai, ces données, qu'est-ce que j'en fais et comment je pourrais finalement en tirer profit et donc pourquoi pas la monétiser. Donc c'est un concept effectivement sur lequel Snowflake accompagne beaucoup de clients aujourd'hui. Notamment, donc il y a plusieurs possibilités. Le fait déjà de se dire, sans commencer par la monétisation, mais plus par ce data sharing, comment je peux enrichir ma donnée interne avec des données externes. Donc ça, c'est le fait de pouvoir utiliser donc, la marketplace de Snowflake. C'est donc une marketplace comme vous pouvez avoir sur vos téléphones avec des applications où vous avez donc des datasets que vous pouvez avoir soit de manière gratuite, soit de manière payante, selon ce que souhaite le data provider. Vous pouvez du coup enrichir déjà vos données, ce qui vous permet de croiser ces données avec vos données internes et du coup d'avoir beaucoup plus de croissance de vos usages et de pouvoir multiplier finalement les sources de données. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez vous dire, bon, maintenant ma data platform est en place, je commence le data sharing, je suis à l'aise avec le data sharing, comment je pourrais utiliser mes données pour effectivement les monétiser et avoir un revenu avec ces données-là. Donc, pareil, cette marketplace de Snowflake peut vous permettre de mettre en place soit des datasets, soit même maintenant des applications que vous pouvez donc revendre ou mettre à disposition gratuitement, chacun fait ce qu'il veut, mais que vous pouvez effectivement revendre à d'autres clients qui vont être vos clients, qui vont avoir besoin de cette donnée. Donc bien évidemment, tout ça se fait de manière gouvernée et bien sécurisée. Et ça, il y a tout un processus pour protéger la donnée qui est sensible, par exemple. Mais c'est de la donnée en fait qui va vous permettre d'avoir un revenu complémentaire par rapport à l'utilisation de votre data platform qui effectivement avait un coût initial, mais du coup de construire en fait finalement le ROI de cette plateforme, que ce soit un ROI côté plutôt valeur parce qu'il va apporter de la valeur au métier et de la valeur côté business grâce à votre croissance, mais aussi de la valeur plutôt côté finance pour que vous puissiez montrer à vos achats que vous faites aussi vous de la valeur grâce à votre plateforme. Et vous pouvez le faire donc grâce à Snowflake, grâce à cette marketplace, pour revendre votre donnée qui vous est chère et qui peut en fait servir finalement à beaucoup d'entre vous. Donc c'est ce qui se développe aujourd'hui, qu'on appelle communément le retail média, puisque avec la fin des cookies, du coup c'est un sujet qui se développe beaucoup. Donc sachez qu'effectivement Snowflake est une plateforme qui peut vous accompagner sur ces sujets. En termes de réglementation, on arrive à... En termes de réglementation, en fait, le réel avantage de Snowflake par rapport à tout ce qui va être notamment GDPR et les normes, on en parle beaucoup là, qui arrivent en 2024 concernant l'environnement. Demain, vous allez avoir besoin d'améliorer votre carbon footprint. On sait que c'est toujours très compliqué pour les entreprises, notamment pour le département RSE, d'avoir ces rapports, de les générer, d'avoir toutes les données dans une seule et même plateforme, de les centraliser, de les croiser avec d'autres données, etc. Donc effectivement, avec une stack bien intégrée pour vos données, vous pouvez ingérer toutes ces sources qui vont venir un petit peu de tous vos fournisseurs finalement, de gestion aussi de votre supply chain, puisque ça va être contrôlé aussi. On va vous demander de justifier de vos fournisseurs, du contrôle de vos matières premières. Donc je m'adresse particulièrement effectivement aux retailers, mais ça peut être valable pour toutes les industries, des autres entreprises avec lesquelles vous collaborez, de la logistique. Donc toutes ces données, vous pouvez effectivement les ingérer dans votre plateforme et pouvoir bénéficier de rapports beaucoup plus rapides avec de la donnée fraîche et de manière beaucoup plus efficace. Si vous avez besoin de générer des rapports toutes les 2 semaines, demain ça va être possible avec cette plateforme effectivement de bout en bout sur toute votre chaîne de données. Jean-François, je sais que tu as participé au projet justement au collecte de données pour pouvoir répondre à nos appels d'offres pour améliorer notre position RSE. C'est déjà avancé, mais par rapport à
cette réglementation, par rapport à cette monétisation? Ouais, alors la première chose que je voulais dire, c'est qu'on voit certains de nos clients aujourd'hui qui partagent leurs données avec leurs fournisseurs, par exemple. Donc je partage mon niveau de stock avec mes fournisseurs, et le fournisseur va me faire des propositions de commandes quasi automatiques. Alors évidemment, ça passe toujours par l'acheteur, comme vous pouvez vous imaginer. Mais donc, ça, c'est pas de la monétisation en tant que telle, c'est-à-dire qu'on va pas récupérer du cash contre les données, mais on va gagner en optimisation. Optimisation des stocks, optimisation des commandes. Donc c'était une première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire à propos de la monétisation, c'est que je pense que depuis l'essor d'Amazon, tout le monde a bien compris que la donnée fait autant partie du patrimoine de l'entreprise que les stocks de cassoulet ou de bouteilles de champagne. Pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est que la donnée aujourd'hui, elle est monétisable, et donc comme tout bon patrimoine, il faut l'entretenir, et puis il faut respecter les règles vis-à-vis du fisc également. Donc c'est la même chose. Et deuxième chose que je voulais dire, c'est que là on a eu quelques formations très intéressantes sur la gouvernance, et dans toutes les équations qui servent aux experts à évaluer le montant de la donnée, c'est-à-dire combien est-ce que ça représente dans mon patrimoine, cette donnée, en dollars ou en euros, eh bien il y a toujours un indicateur de qualité de données qui traîne dans l'équation. Et donc ça c'est très important. Si vous avez, comme disent les Anglais, shit in, shit out, si vous avez de la donnée de mauvaise qualité, comme un melon qui est pourri, ça ne vaut rien en réalité. Et donc ça c'est très important, il faut avoir de la donnée et conforme et de qualité pour pouvoir la monétiser au sein du patrimoine informationnel de l'entreprise. D'accord. Brahim, au niveau de la fin, c'est des sujets sur lesquels vous avez déjà travaillé? Oui, alors depuis quelques années, on a remarqué que dans la data, notamment pour les métiers, l'appétit vient en mangeant. Donc il fallait absolument fider les métiers avec des idées de cas d'usage. Donc on a créé une équipe en charge de faire de l'idéation de cas d'usage. On a maintenant un bon catalogue de cas d'usage par des métiers. Et de là, on a découlé effectivement quelles sont les données nécessaires pour mettre en place ces cas d'usage. Donc, on a maintenant un catalogue bien fourni. Et depuis maintenant 1 an ou 2, effectivement, on voit arriver une nouvelle demande de nos clients, c'est maintenant comment je peux monétiser ça. Donc maintenant, on fait de l'idéation de business model sur la data en fonction des différentes données disponibles dans les différentes directions métiers. Donc la monétisation, c'est vraiment un sujet qui est prégnant. Il y a de nombreux de nos clients qui nous demandent comment je peux monétiser ma data, et donc à nous de leur apporter les bonnes idées pour monétiser ça. Alors du coup, ça vient, c'est pas tout rose effectivement, donc il faut le faire aussi en respect des différentes réglementations. Et parfois, la réglementation peut se montrer très ambivalente sur le sujet. D'un côté, on nous demande de gérer la data privacy, la confidentialité des données personnelles et la sécurisation des données personnelles, comme le propose, comme le demande, l'exige la RGPD. Et de l'autre côté, on a une autre réglementation qui arrive l'année prochaine, tu en parlais Inès, c'est la CSRD. La CSRD impose aux entreprises à partir de l'année prochaine de mettre en place un reporting extra-financier extrêmement pointu, on parle de 1100 points de données, sur son impact environnemental, social et de gouvernance. D'accord. Donc aujourd'hui, je pense que de nombreuses entreprises n'ont pas vu venir cette réglementation. On parle vraiment d'une mise en place assez rapide à partir de l'année prochaine. Et donc, ça nécessite d'aller collecter des données. Alors, je vais faire un petit cours magistral. Scope 1, Scope 2, Scope 3. Le Scope 1, c'est aux données internes de production. Donc, vos usines, vos entrepôts, ce que vous générez, vous, comme carbone. D'accord. Le Scope 2, ce sont vos achats d'énergie. Parce que vous n'êtes pas en capacité de pouvoir maîtriser, en fonction de l'implantation de chacune de vos usines et entrepôts, quels sont les achats d'énergie qui vont... comment est produite l'énergie qui est consommée dans ces entrepôts. D'accord. Si vous avez un entrepôt en Allemagne, il est fort possible qu'il soit alimenté en ce moment par une centrale au charbon. Si vous avez une usine en France, il est fort possible que ce soit de l'énergie nucléaire. Donc, ce n'est pas le même impact carbone. Et le scope 3, et c'est là où ça devient absolument gigantesque en termes de data sharing, c'est toutes les données de votre écosystème, de votre chaîne de valeur. Donc, les données en amont de production, dans toutes les matières premières que vous achetez, et en aval de distribution et de recyclage des produits en fin de vie. D'accord. Donc, ça nécessite de partager les données avec tout son écosystème. Ses fournisseurs d'un côté, ses distributeurs de l'autre, et d'avoir toutes ces données pour la mettre en place dans un rapport extra-financier. Donc vous voyez bien que d'un côté, on nous demande d'être très précautionneux sur la façon dont on gère les données confidentielles, etc. Et de l'autre côté, ces données-là vont être publiques. On parle de données publiques et de rapports extra-financiers qui vont être publiés. D'accord. Donc
Là, il y a une ambivalence qu'il va falloir absolument gérer, donc c'est un grand écart. Et nous, on essaye de travailler sur ce grand écart. On a justement créé une offre il y a maintenant 2 mois commune entre Snowflake, Talend et un autre partenaire qui s'appelle Sweep, qui est une carbon management platform, dans laquelle on a développé un démonstrateur. Un démonstrateur dans lequel on essaye de prendre de l'avance sur cette réglementation et de montrer comment on est capable de mettre en place ces reportings extra-financiers tout en respectant cette réglementation et tout en essayant de ne pas mettre en place une distorsion de concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces rapports vont être vachement scrutés par les concurrents parce qu'il y a de l'information assez stratégique finalement. Quand vous avez des fournisseurs exclusifs qui ont un bilan carbone extrêmement bas, vous avez envie de les garder pour vous. Donc vous essayez effectivement d'être précautionneux dans la donnée que vous allez partager. Donc l'idée, c'est vraiment de maîtriser ce modèle de données carbone, on va dire, pour pouvoir le rendre exploitable. Et qui gère ces projets au sein d'une entreprise? Alors, c'est là où c'est intéressant. C'est un projet métier RSE au départ, mais quand on se rend compte que c'est colossal en termes de données, ça déborde et ça revient effectivement entre les mains de l'IT. Aujourd'hui, c'est un triptyque entre la RSE, l'IT, les achats. Et donc effectivement, c'est un projet multipartite, donc ça peut devenir un projet assez complexe. Et si en plus, on nous dit que ça doit être mis en place pour l'année prochaine, alors que la CSRD, c'est une réglementation européenne, elle va être transposée en droit français seulement là, à la fin de l'été, ça nous laisse 6 mois pour nous mettre en action en fait. Et donc le premier exercice comptable qui devra être reporté, c'est l'exercice comptable de 2024. Donc fin 2024, le reporting devrait être prêt. Donc ça nous laisse assez peu de temps finalement. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur comment faire en sorte que cette donnée-là soit déjà travaillée, qu'on ait déjà un modèle de données implémenté dans ces plateformes, qu'on ait déjà les connecteurs qui vont bien et qu'on ait déjà identifié les sources de données où on va aller chercher ces données carbone-là, qu'on ait mis en plus cette gouvernance décentralisée en place. Pourquoi? Parce que le carbone, c'est l'affaire de toutes les directions métiers. On ne peut pas avoir juste la RSE qui va prendre en charge l'empreinte carbone de toute entreprise. Pourquoi? Parce que la supply va devoir faire de la supply différemment, les achats vont devoir trouver des fournisseurs, d'autres fournisseurs plus vertueux, donc c'est l'affaire de tous en fait. Donc on est forcément dans une gouvernance décentralisée là-dessus. Bon, je te coupe là parce que je sens qu'on a allumé sur un bouton. Désolé. Non. C'est... Il nous reste 5 minutes, je Ça vais m'enflamme. ouvrir les questions avant de remercier nos intervenants. Avez-vous des questions? Non, vous avez répondu, tout le monde. De toute façon, on va faire un break après, on aura l'occasion de discuter. Inès, Brahim et Jean-François resteront là. En tout cas, merci Inès, Brahim, Jean-François pour votre intervention. Merci Jacques. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous. Et nous allons continuer notre journée. Merci. Merci.